La mort inexpliquée d'Elisa Lam. En février 2013, Elisa Lam, jeune Canadienne d'origine hongkongaise, est retrouvée morte à Los Angeles. Son corps flotte dans le petit château d'eau situé sur les toits de l'hôtel Cecil Hotel. De par son passé, l'endroit n'inspire pas confiance. Ce n'est pas la première fois que le lieu est médiatisé pour ses affaires paranormales, ses disparitions étranges et ses mystères non résolus. D'ailleurs, l'hôtel a inspiré la saison 5 de American Horror Story Hotel, ainsi que de nombreux documentaires. La police est bien embêtée. La mort d'Elisa est un mystère. Son corps est retrouvé sans aucune trace d'agression, ni de mutilation, ni de drogue, et le couvercle du château d'eau était resté fermé. L'endroit était hyper sécurisé et impossible d'accès. Une porte super lourde à ouvrir, des murs très hauts et surtout une alarme qui n'a jamais été déclenchée. Dans cette vidéo, on nous montre Elisa dans un ascenseur quelques minutes avant sa mort. Mais pourquoi est-elle si craintive? Pourquoi se comporte-t-elle ainsi? Une présence qui rôdait dans le couloir? Des hallucinations? On ne le saura jamais, tout comme la manière dont elle s'est retrouvée dans ce château d'eau. Le bateau fantôme Marie-Céleste. Petit flashback à la fin des années 1800. En novembre 1872, le navire Marie-Céleste prend le large depuis New York. Sa destination, l'Italie. À son bord, le capitaine Benjamin Briggs et 7 membres d'équipage. La team avait prévu le coup pour la longue traversée. Le navire transportait assez de provisions pour 6 mois. Il avait même pensé à emporter un piano ainsi qu'une machine à coudre pour s'occuper. En décembre 1872, le Marie-Céleste est retrouvé à la dérive dans le fin fond de l'Atlantique. C'est le calme plat à son bord, aucune trace des membres de l'équipage. Le hic, tout semblait normal sur le bateau. Le cargo était intact, à l'exception d'un canot de sauvetage qui avait l'air d'avoir été utilisé de manière safe et ordonnée. Pourquoi sont-ils partis? Que s'est-il passé? Où est passé l'équipage? Près de 150 ans plus tard, personne n'a encore de réponse. Aucune personne présente à bord n'a jamais été retrouvée. À l'époque, l'histoire fait le tour du globe. Les théories et pseudo-explications vont bon train. Des pirates seraient-ils passés par là? Était-ce une mutinerie? L'attaque d'un monstre de mer gigantesque? Ou encore la présence d'une entité de l'au-delà? Mystère et boule de gomme. Allez, histoire de vous rassurer, mais qu'un peu. Au cours des dernières années, des scientifiques se sont penchés sur cette histoire. Ils expliquent que ce seraient les vapeurs d'alcool à bord qui auraient pu causer une explosion et qui, résultat d'une anomalie scientifique, n'auraient laissé aucune trace d'incendie. On ne sait pas vous, mais on reste assez dubitatif face à cette explication. La réincarnation des sœurs Pollock. En Angleterre, en 1957, 2 petites filles, Joanna Pollock, 11 ans, et Jacqueline Pollock, 6 ans, décèdent dans un tragique accident de voiture. 1 an plus tard, leur maman donne naissance à des jumelles, Gillian et Jennifer Pollock. Jusque-là, tout va bien. La vie tente de reprendre malgré tout son cours. Sauf que lorsque les 2 petites filles ont l'âge de parler et de poser des questions, des phénomènes très étranges se produisent. Elles commencent à identifier les jouets de leur sœur décédée. Les parents ne leur avaient pas expliqué à qui avaient appartenu ces jouets avant. Elles commencent également à poser des questions sur Joanna et Jacqueline. Elles mentionnent des endroits que leurs sœurs décédées ont fréquentés, par exemple leur école. Lorsqu'elles voient des voitures, elles paniquent et s'écrient « L'auto va nous frapper !» Heureusement pour les jumelles. À leurs 5 ans, le phénomène s'atténue. Le cours de leur vie redevint normal et plus serein. Néanmoins, cette étrange histoire arrive aux oreilles du docteur Ian Stevenson, 1918-2017, psychiatre spécialisé en réincarnation. Après avoir étudié des milliers de cas, il rédigea un livre dans lequel il nomma 14 réincarnations qu'il croyait bien réelles, incluant celle des sœurs Pollock. Avait-il raison? Impossible à confirmer ou à infirmer. Connaissez-vous Candyman?
Ce classique de l'horreur des années 1990 raconte l'histoire d'un ancien esclave, Daniel Robitaille, qui a été lynché par un groupe d'hommes blancs après avoir été découvert avec une femme blanche et l'avoir mise enceinte. Son esprit est alors accidentellement invoqué et il commence à tuer des gens. La légende est censée être basée sur les lois sur la violence, le racisme et la ségrégation à Chicago. L'histoire originale est basée sur un récit de Clive Barker qui a été publié au moment où 48 meurtres ont été enregistrés dans le quartier afro-américain de Chicago, ce qui a conduit à l'union des deux pour créer la légende. La légende du Candyman est également liée à une histoire vraie. Le 22 avril 1987, une femme malade mentale du nom de Ruthie Mae McCoy a appelé le 911 pour demander de l'aide, affirmant que quelqu'un essayait d'envahir sa maison par le miroir de la salle de bain. Bien que les voisins aient rapporté des coups de feu, il a fallu 2 jours à la police pour arriver sur les lieux, et ils ont trouvé McCoy morte et un trou dans le mur de sa salle de bain. Une histoire déjà connue de pas mal d'entre nous. Des humains peuvent-ils aussi lécher? Farmersburg, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison, isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit. Et son chien la lèche à nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message est écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Le tueur dans le siège arrière. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par sa fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Voici une histoire un peu similaire à celle que je vous ai lue quelque temps auparavant. La babysitter et le tueur à l'étage. Très similaire même. Windermere au Royaume-Uni en 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau, et cette fois, une voix glaçante lui répond. « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien.
Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stewart ?» demande-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînaient ses employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. « La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil, d'accord Hélène ? Restez calme surtout. » Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne, et cette fois, elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ?»« Pourquoi as-tu éteint les lumières ?»« Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ?»« Je te vois, tu sais. »« Ok, très bien. Vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content, c'est ce que vous vouliez ?»« Non. Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. « Laissez-moi » hurle-t-elle dans le combiné. « Hélène, c'est moi. Nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement !» Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement une silhouette d'un homme debout tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier arme à la main. Immédiatement, prise en charge par les secours, elle a juste eu le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou, menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stewart. Le crochet. Amherst, Massachusetts, 1973. Ce soir, Thomas D. a un rendez-vous galant, et il sait exactement où conduire Mélanie. Derrière le bois à la sortie de la ville se trouve une clairière isolée, parfaite pour une petite session de galochage. Il passe donc chercher sa dulcinée en voiture et se gare tranquillement dans la clairière en laissant tourner l'autoradio. Soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres d'Amherst. Le présentateur en donne une description un peu floue, mais précise toutefois que cet homme très dangereux possède un crochet au bras droit. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches les fait sursauter. Mélanie fait tout de suite comprendre à son date que cette fois, il est temps de rentrer. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre-ville. Arrivé devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. Au revoir. J'ai trouvé cette histoire dans le journal intime d'un vieux voisin décédé qui vit seul depuis des années. Je suis parti dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur ma route à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais à un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle s'était tenue debout là, à me fixer. Mais une fois que je ne parvenais plus à regarder ailleurs, elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son petit garçon, son fils j'imagine, portait des vêtements larges, marrons, et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange, et surtout, qui porte un costume un lendemain d'Halloween? Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant. Mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi, et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux.
Je me sentais nu et très tendu. Et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus fort à chaque seconde. J'ai détourné le regard. Pour je ne sais quelle raison, j'étais terrifié. J'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai démarré. Je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivé à l'école et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note en me disant qu'elle avait demandé à ce qu'ils me la donnent. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en la lisant. Ne dis pas que je t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir.